merci à tous d'être présents. Nous sommes vraiment ravis de vous accueillir pour ce 7e et dernier webinaire de l'année 2022 en lien avec Euroméditerranée. Donc l'année a été extrêmement riche, on a beaucoup réfléchi, on a beaucoup travaillé avec un ensemble de partenaires du sud et du nord de la Méditerranée. On a eu des Portugais, on a eu beaucoup d'Algériens, on a eu des Marocains, des Tunisiens, etc. Donc vraiment un panel extrêmement riche et puis évidemment des partenaires hexagonaux. Donc ce dernier webinaire va s'ouvrir sur une thématique extrêmement particulière, mais extrêmement riche aussi, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité vraiment avoir des avis très contradictoires, mais aussi complémentaires, en la présence donc du cabinet YTAA, donc avec Youssef Tomé, le grand patron, et puis le studio Belém avec Malik Lemsefer et Édouard Bettencourt. Donc chacun venant nous expliquer un petit peu sa vision personnelle de ce qu'est la densité dans les villes méditerranéennes, quelle est la raison pour laquelle on va plutôt opter pour tel type de densité au regard de tel autre type, et puis comment ça se traduit dans les faits, et donc on aura quelques exemples qui viendront illustrer cette démarche. Donc, je me propose d'ores et déjà tout de suite de donner la parole à Euroméditerranée. Charles et ou Salma, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, je vais simplement partager quelque chose d'assez rapide en introduction. On reviendra ensuite après l'intervention de Youssef Tomé. Aujourd'hui, on parle de densité puisque c'est une question sur laquelle Euroméditerranée s'interroge beaucoup depuis extrêmement longtemps. Si vous connaissez Marseille, vous savez que c'est une ville qui est extrêmement contrastée, qui dispose de tissus extrêmement divers, qui agit de façon assez décomplexée sur des typologies de densité, qu'elles soient tapis au sol, qu'elles soient plutôt sous forme de grands ensembles. On a vraiment une variété typologique et de contraste très important qui en fait même un des éléments identitaires de la ville. Je parle de ça et il me semble que c'est important puisque Euroméditerranée, depuis 30 ans, travaille sur la transformation de toute une partie de la ville, 480 hectares qui sont situés au nord du Vieux-Port, et qui a développé au fil des années différentes typologies de quartiers, qui s'est interrogé sur différentes typologies de densité. Donc on est sans cesse en réflexion, on réinterroge les modèles qui ont d'ores et déjà été faits. Tout ça dans l'idée de développer une ville méditerranéenne durable et désirable. Donc voilà, quelle forme de densité dans le cadre de la ville méditerranéenne en confrontation avec les modèles qu'on a pu voir arriver, qu'on a pu voir se déposer sur le territoire, venant plutôt de réflexions héritées plutôt du nord de l'Europe, de Paris. Donc là, vous voyez ici un tour d'horizon. On reviendra dessus plus précisément après l'intervention de Youssef Tomé, mais vous voyez différentes typologies, à la fois au sol, l'îlot ouvert qui a été développé sur une partie du territoire, des îlots plus complexes avec du développement à la fois de typologies élancées, mais aussi d'intermédiaires. Et puis aujourd'hui, des réflexions sur des typologies qui sont beaucoup plus basses, beaucoup plus ramassées. Voilà. Aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle, un de ces modèles de densité qui peut correspondre mieux que les autres au climat méditerranéen, à la manière dont on y vit. Et en première question d'ouverture, moi, je voulais questionner nos différents interlocuteurs qui vont nous parler sur quelle est la juste densité. Est-ce qu'il y a une juste densité en Méditerranée qui permet vraiment de répondre à ce mode de vie qui est particulier, une forme ramassée, élancée? Est-ce qu'il y a une préférence à faire ou est-ce que c'est quelque chose qui est intermédiaire, mixé? Comment bien vivre cette densité? Comment ne pas la subir en ville, bien évidemment, puisque ça, je pense qu'on est tous autour de la table ce matin ou autour de l'écran en se posant cette question-là. Comment est-ce qu'on vit bien la densité, sachant que c'est notre futur en ville? Et ensuite, est-ce qu'il y a des contreparties à attendre de cette densité? Comment est-ce qu'elle peut enrichir notre vie? Voilà. Je vais laisser la parole à Youssef, puisque je crois qu'il y a plein de choses à nous raconter sur ces sujets-là. Et puis, on reviendra ensuite avec Salma pour vous parler un peu plus des cas de figure d'Euroméditerranée. Merci. Bonjour à tous. On peut juste voir, on peut passer avec Inès. Voilà. Donc, voilà. Bonjour à tous. Donc, moi, je rebondis sur la question
qui est est-ce que comment réagir avec la densité. Moi, je pense que en fait, on peut plus réfléchir les villes, quelles qu'elles soient, d'une façon, je vais dire, d'une façon universelle ou d'une façon, par exemple, quand on est au bord de la Méditerranée, il y a des limites à la façon d'habiter qui sont comment on peut vivre dehors, comment on peut avoir le ciel, le soleil, le vent. Donc, je pense que c'est surtout poser la question de l'habitant. C'est-à-dire qu'il faut toujours replacer l'habitant et les gens qui habitent la ville et l'habitant à l'intérieur de ce logement. À partir de là, on peut commencer à discuter de la densité. Et donc, ça dépend où et comment. La question que vous posez, elle est pertinente parce que, en fait, on voit que quand on est, par exemple, comme au Liban, on voit que les montagnes, ils longent la mer. Et donc, si on veut densifier les villes, parce qu'en général, les villes donc, sont sur la côte, et on voit tout de suite la montagne euh, qui vient comme ça en confrontation avec cette côte-là. Et donc, si on ne va pas vers une densité, le problème qui existe, c'est qu'on va avoir un étalement sur les montagnes. Donc la question à partir de là se pose. Qu'est-ce qu'on fait de ces montagnes qui sont, voilà, ici, là, qui sont, pour moi, en tout cas, les seules au Liban, par exemple, pour prendre l'exemple du Liban, c'est presque le seul, avec la mer et la montagne, c'est les seuls patrimoines qui nous restent. Parce que nous, on a un peu tout, on n'a pas su garder le patrimoine construit. Et donc, ce qui nous garde et ce qu'on a, c'est un peu le climat, cette mer et cette montagne. À partir du moment où on commence à s'étaler dans la montagne, où on abîme ce paysage, donc nos montagnes deviennent en ruine. Et donc, il faut trouver une solution. Donc, je suis d'accord avec vous, c'est que cette solution-là, c'est densifier la ville à des moments précis. Comment, pourquoi? Je vais donner quelques exemples sur par exemple, un immeuble qu'on a dû faire à Beyrouth. On voit là le skylight de Beyrouth. On voit comment on monte en hauteur au bord de la mer. On peut passer à la suivante. Et là, j'ai dû faire un immeuble qui est comme ça. C'est un tout petit triangle au bord d'une rue. Et on voit qu'après la guerre, en fait, toute cette zone-là, on a eu un cost qui est plus élevé, donc on a dû monter en hauteur. Donc, la question qui se posait, c'est comment exactement, comment on peut vivre le paysage, comment on peut vivre le rapport à la rue, comment on peut vivre carrément au Liban, parce qu'on est au Liban, à Beyrouth, avec un beau temps, mais en même temps pris dans le bruit. Donc, on voit que quand, voilà, on voit, si vous pouvez rester juste parce que celle-là, elle illustre un peu tout, non sur l'autre, ou celle-là, peu importe. Et donc, on voit que quand je suis en face des deux rues, sur le triangle, on s'est mis en arrière pour que nous, on puisse participer à la rue, mais en même temps, on est épargné du bruit. On est comme ça, on est un peu dans une certaine intimité. Ça, c'est vraiment sur le bout du triangle. On le voit sur le diapo d'avant. Quand on est en face, on peut revenir, voilà. Quand on est en face des immeubles, donc le côté gauche de la perspective, là, on est dans une rue, on va voir de loin les immeubles qui sont en face. Donc, on a un paysage, on a une première structure. Il faut savoir qu'on a mis une structure qui est périphérique et à l'intérieur, parce qu'on a commencé, on a fait un peu du participatif, c'est-à-dire que c'est un immeuble qui est simple avec un noyau central, avec un plan libre au milieu, avec une structure tout autour. Et donc, les gens ont commencé à habiter comme ils veulent. C'est-à-dire qu'on pouvait changer les façades, mais comme ils sont en retrait, donc il n'y a rien qui changeait. C'est-à-dire on vendait au début, le promoteur disait, voilà, je vends ou un plateau complet, ou un demi-plateau, ou un duplex et tout. Et on va voir au niveau
du gabarit et des façades, on va dire, extérieures, il n'y a rien qui change. Alors que de l'intérieur, on le vit complètement différent. Ce qui fait que du côté de la rue des immeubles, on a une vie qui avec de la végétation, c'est le sud, donc on a les arbres, les plantations, mais en même temps, on a une certaine aussi intimité par rapport aux immeubles. De l'autre côté, le côté droit, on voit qu'on a une vue sur la mer, et donc on a carrément des grands volumes comme ça qui sortent. C'est comme si une partie de la maison sort dehors, qui est en relation ou avec le séjour ou avec la cuisine, et complètement dehors, qui donne accès sur la mer. De l'autre côté, du côté derrière, et donc ces trois façades qui réagissent par rapport à notre façon de vivre, par rapport à la rue et par rapport au climat. Donc, du côté de la mer, on a complètement, quand on sort sur cette pièce urbaine, on a la vue dehors, on a le ciel, et en même temps, on a aussi une certaine intimité entre les. Donc, on va passer maintenant vite les façades, parce que ça, c'était juste pour vous montrer comment on voit quand même la densité derrière. Exactement, là, ici, ils ont réussi à acheter une grande parcelle, ils les ont jumelés, ils sont montés haut. On voit que là, il y a quand même, c'est à se poser la question si on a une tour donc qui devient un repère dans la ville, on a besoin ou pas, alors que nous, on s'intègre dans la rue complètement. Derrière nous, ils ont acheté. Donc, c'est des questions exprès, je vous ai montré, parce que c'est des questions qui se posent. Donc, est-ce que on achète, on fait des jumelages de terrain, on laisse l'urbanisme libéral comme ça, je veux dire, libéral se développer avec les grands immeubles qui viennent écraser ou pas. Donc, voilà, c'est des questions qui se posent par rapport à la densité. Nous, on essaye de rester dans la nouvelle rue qui se dessine. Donc, on le voit en continu. Donc, voilà, on voit les trois façades. On voit et donc, c'est une façon de montrer comment il faudrait à un moment donné, pour moi, dans ce cas précis, faire de la densité pour ne pas s'étaler. Je pense que c'est le même cas qui peut se poser à Marseille. On continue. Donc, on voit ce côté, la végétation, de l'autre côté, les balcons. Et donc, voilà. Et on peut passer maintenant à Brazza. C'est une autre question que vous soulevez, c'est-à-dire est-ce qu'on peut avoir une hiérarchie de densité, c'est-à-dire que des densités différentes dans un quartier. Moi, j'ai pris l'exemple de Londres. Londres, Londres, c'est un espace, c'est un territoire, c'est un sol, je veux dire, de paysage dans lequel viennent se poser des façons d'habiter qui sont différentes. Si on arrive à trouver ces façons d'habiter qui sont différentes, donc ça veut dire qu'on a réussi notre densité. C'est ça qui est intéressant. On voit par exemple à Londres qu'il y a un territoire qui est continu, et c'est lui qui relie les gens. On passe de Hyde Park à des parcs plus petits qui relient quelques logements entre eux. Après, on a les Mews. Après, on a des rues comme ça, toutes petites, avec la vue sur le ciel qui font R+1. Donc, on est toujours dans un territoire paysager. Puis tout d'un coup, on a des grands immeubles et rien n'est choquant parce que ces grands immeubles, ils sont autour d'un parc. Les petites maisons ont leur propre jardin. Les maisons collectives, ils ont un jardin en commun, collectif. Donc, et c'est cet exemple-là que j'ai essayé dans ce cadre précis qui est à Brazza, parce qu'on a de la pollution, parce qu'on a une inondation, parce qu'on ne peut pas faire une continuité traditionnelle avec les commerces en bas, avec une certaine mixité en haut. On est en rupture par rapport à la ville. Donc, j'ai pris le paysage comme lien, comme infrastructure urbaine. C'était en 2011. Et c'est lui qui relie. Et à chaque fois, ce paysage-là, on habite ce paysage d'une façon différente. C'est-à-dire, et c'est là où on peut dire on a réussi ou pas une certaine densité. C'est-à-dire que c'était une densité qui est 1, donc c'est assez dense quand même. Donc j'ai densifié le contour
parce que là, on est en relation avec la Garonne, on est en relation avec le Brasaline derrière. Donc, et à l'intérieur de cet îlot-là, on peut avoir comme ça une diversité. Tout de suite, on passe à des logements. Donc, il y a une différence d'échelle qui n'est pas choquante parce que la maison à l'intérieur, elle a son propre jardin, parce que les pilotis, ils sont en face des lanières. Donc, ils sont dans une... on a trois lanières de peuplerie qui font 50 par 650 mètres de long. Et tout en long, on a les pilotis qui laissent passer le paysage à l'intérieur de ce paysage, qui font 5 mètres de haut, parce que les pilotis, il ne faut pas mettre bas, sinon le paysage ne passe pas. Et à l'intérieur de ces pilotis, on a le paysage qui passe, qui vient sur les petites échoppes ou les maisons. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut avoir une certaine diversité de la densité. On peut densifier des fois si on offre quelque chose à d'autres, à une façon d'habiter à d'autres plus sereine. Moi, je voulais qu'à l'intérieur de Brazza, qu'il y ait une vie intime et sereine. Donc, j'ai pu densifier tout autour pour rester à l'échelle du territoire, pour créer des zones qui sont des zones qui vont relier ce quartier-là avec les autres et pour garder l'intérieur du quartier une certaine intimité. On peut le voir dans les voilà, on peut aller, voilà, ça c'est les pilotis, on continue. Ça c'est la Garonne, non, de l'autre côté. Ça c'est Brasaline, donc c'est les endroits qui sont denses. Et à l'intérieur, c'était les volumes capables. Là, c'est des volumes capables. Donc, voilà, on continue avec des petites rues. Ça, c'est des volumes capables qui sont dans la partie dense où il y aura en fait des usages mixtes. Voilà. Et là, c'est des petites maisons. Donc, on voit quand même comment on peut... la densité, elle est intéressante si à chaque fois, on offre quelque chose de différent. On peut monter pour avoir une vue. On peut descendre carrément. C'est exactement l'exemple de Londres. Si on offre à l'habitant quelque chose de différent. Je passe vite sur le projet de Brunzo. Donc, Brunzo, qui est à Paris, c'est un concours qu'on a gagné il y a 4 ans maintenant. Donc, qui est sur le périph', c'était comment relier Paris à Évry. Et est-ce que nous, on a... En fait, ils avaient peur de comment il y a le passage du périphérique. C'était vraiment un endroit comme une rupture. Et nous, on s'est dit, au lieu de dire comment on peut relier Paris à Évry, ben, on construit plutôt le périphérique, c'est-à-dire comme dans les endroits où on habite, sous les ponts, où il y a quelque chose. Donc, le périphérique devient un endroit qui est habité et donc, naturellement, la densité, comment dire, le lien va se faire d'un côté de Paris et de l'autre. Et donc, on aura un milieu, on l'a appelé le centre périphérique. Et donc, c'est là où on a imaginé une tour. Je vous ai parlé la fois dernière, on peut la voir juste sur la perce d'avant. On a imaginé une tour avec des logements qui sont faits d'une façon différente parce qu'on monte en hauteur et c'était comment on peut vivre la densité en relation avec la nature. Et là, on a imaginé que chaque logement a un jardin d'hiver, on va l'appeler, mais ce jardin d'hiver, c'est la cuisine, qui est un peu un espace qui est surdimensionné, qui lui, il est ouvrable des 3 côtés et d'un côté à l'extérieur. Et c'est avec ces 3 façades de la cuisine à l'intérieur du logement, c'est elle qui gère la relation au vent, la relation à la lumière, la relation au son, et c'est elle qui fait participer d'une façon active les habitants qui habitent cette tour. Donc, comme quoi la densité, si on est généreux au niveau du logement, si on essaye de penser au niveau du logement à l'intérieur, comment on peut la gérer, elle peut nous amener vers des idées ou quelque chose qui peut assez fort au niveau de l'habitation parce qu'on a une vue imprenable et on a une relation en même temps intime et je veux dire frontale par rapport au paysage. On continue.
Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le centre périphérique. Allez-y, on continue. Voilà, ça c'est un exemple qui va peut-être plus parler aux Marseillais. Donc ça c'est pour montrer comment, dans une certaine densité quand même, on peut ouvrir le cœur de l'îlot et on peut mettre la relation du toit en relation avec la place ou avec la rue. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on est monté par des escaliers, par des marches, pour ne pas avoir une relation, je veux dire, frontale et très dure avec la place. Donc, on a imaginé un escalier qui monte et qui arrive sur le toit de cet hôtel-là, où il y aura un lieu qui est ouvert aux habitants de l'hôtel en haut et qui soit en relation avec la place d'une façon douce et intéressante. Et donc, on s'est aligné sur la rue d'un côté, sur la place de l'autre, mais on a ouvert ce cœur d'îlot et pour pouvoir prolonger le parc à l'intérieur de notre îlot et ainsi offrir quelque chose qui est qui est privé pour donner. Il s'agit du projet effectivement d'échelle qui est à Marseille et donc on ouvre, voilà, on le voit ici, on ouvre le cœur d'îlot sur la place et sur le parc qui vient se prolonger à l'intérieur de ce parc, de cet îlot. Et on voit que comment, même si on est dense, on vient avec douceur se fondre et descendre sur la place et ainsi, comme si on est en train de prolonger l'espace public sur le haut des immeubles. On continue. Donc ça, c'est le cœur de l'îlot. Je termine par celle-là. Celle-là, c'est un exemple qui est assez conséquent par rapport à la densité parce que ça, c'est un terrain, ça n'a pas l'air, mais on construit 60 000 mètres carrés. C'était 60 000 mètres carrés sur un terrain de 6 000. Donc, quand on m'a proposé de participer à ce projet, tout le monde imaginait qu'on pouvait faire qu'une tour parce que c'est un projet, on le voit là, mais il se retourne, c'est un petit aile comme ça qui vient entourer un immeuble. Donc, c'est un projet assez difficile et il fait 6 000 mètres carrés, on doit construire 60 000 mètres carrés. Mais pour moi, ce qui était important, c'est comment offrir parce qu'il s'agit d'une école, c'était l'Université Saint-Joseph, c'était mon premier projet il y a déjà 15 ans, plus 20 ans. Et donc, l'idée, c'était comment on peut, nous, privés, l'Université Saint-Joseph, offrir un espace public parce qu'au Liban, malheureusement, il n'y a pas d'État, en tout cas, qui nous offre des espaces publics. Donc, mon intention, c'était comment cette université peut s'ouvrir à la ville. Et donc, c'est pour ça que je suis monté 6 étages parce que quand on est dans un espace à l'intérieur de l'îlot, on reste en relation avec le ciel si l'immeuble ne monte pas plus que 5. 5 et le 6e en retrait. C'est des sensations que moi, j'ai essayé par rapport à cette dimension au sol. Et donc, j'ai fait un R plus 5 et le 6e, il est en retrait pour qu'à l'intérieur de cet îlot-là, on soit toujours en relation avec le ciel. Et donc, on fait prolonger l'espace à l'intérieur de cet îlot-là. Et tout de suite, on est pris par un escalier, on le voit, monumental. On continue. Voilà. On monte sur cet escalier-là et donc on voit à travers les failles qu'on est tout le temps en relation avec la rue, avec l'espace extérieur. On monte sur le toit où il y a une église, il y a une piscine, il y a une cafétéria et donc tout l'espace qui est sur le toit devient un prolongement de l'espace qui est au sol et l'espace de la rue. Donc, pour moi, c'était une façon de prolonger l'espace public et d'offrir 6 000 mètres carrés, parce que le terrain fait 6 000 mètres carrés, d'offrir 6 000 mètres carrés de nouveau parce que c'est un espace continu, donc de continuer ces 6 000 mètres carrés par cet escalier, par cette place qui est au centre, qui se prolonge
avec cet escalier sur le toit. Et donc, on offre 6000 mètres carrés aux gens. Et donc, le rapport au toit, le toit avec une densité qui est extrême, c'est coefficient 10, on a réussi à la prendre et offrir, au lieu que ce soit une contrainte, de l'offrir aux gens qui habitent dans la rue et aux gens qui veulent visiter. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas parler parce que je crois que j'ai dépassé les 12 minutes, donc je m'arrête tout de suite. Merci. Merci beaucoup, Youssef. On profite de vos dernières minutes de présence. Charles ou Malik, Edouard, est-ce que vous avez, Salma, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Parce que c'est très riche, hein, évidemment, il y a beaucoup de choses. Ouais, bien sûr, on a plein de questions à lui poser. En tout cas, merci Youssef, c'est passionnant. Et je pense que tu réponds bien à une de mes questions qui était, est-ce qu'il y a un choix à faire sur le type de densité? Non, en fait. Selon toi, il n'y en a pas. Parce que chaque densité a finalement ses qualités et ses défauts, mais on peut vraiment tirer profit du type de densité pour créer quelque chose, un univers qui soit vivable. Par contre, il y a quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est que tu parles beaucoup de contraste et que finalement, on ne peut pas imaginer un modèle unique. C'est bien l'adjonction de modèles différents de densité et un dialogue entre ces modèles qui est en fait une des solutions, qui va être garante de la réussite. Exactement. C'est ça. Pour moi, c'est ça la position, exactement. Et par rapport à ces modèles de densité, une de mes questions, c'était aussi très clairement, notamment dans le dernier exemple que tu as montré. Alors, le toit est extraordinaire et j'imagine qu'effectivement, les utilisateurs, enfin les gens qui habitent là, s'y réfugient souvent, ils grimpent. Comment est vécue réellement la densité aux étages inférieurs? Notamment, je pense aux questions, parce que nous, on se pose beaucoup la question sur Euroméditerranée d'avoir un éclairage systématique des logements, d'avoir des vues systématiques. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, comment c'est vécu et comment la qualité que tu donnes au toit contribue à ajouter quelque chose en bas Non, parce que en fait, quand le cœur de l'îlot est ouvert, mais en fait, toutes les vues sont périphériques. Donc, au contraire, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'îlot, et tu ouvres, c'est exactement ce qu'on a fait sur Marseille. C'est-à-dire, elle n'est pas, si tu veux, c'est pas parce qu'on leur offre le toit qu'on leur enlève quelque chose. Tu as vu sur Marseille, l'hôtel, il est traversant, donc c'est exactement le même principe. Donc, tu peux avoir, si tu veux, tu viens, tu t'alignes sur les alentours et en fait, l'idée, c'est que quand tu es à l'intérieur de l'îlot, tu n'étouffes pas. Et que comment tu peux gérer des décalages, par exemple, R+5 avec le sixième relation avec la rue, si tu enlèves ces failles, chaque détail compte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que chaque chose joue pour que tu sois dans une certaine cohérence par rapport au concept et au choix que tu t'es posé. Tu vois? Mais ce qui veut dire que ce type de densité ne peut pas être, enfin, ne pourrait pas être répliqué immédiatement à côté, puisqu'automatiquement, il va jouer sur le contraste et le fait qu'on peut sortir ou avoir des vues depuis cet élément extrêmement dense sur le paysage alentour ou sur le ciel, c'est-à-dire sortir de ce modèle-là assez rapidement sur toute sa périphérie en toutes ses dimensions. Ça dépend, en fait. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'aimerais que la démarche, ce que tu as dit au début, c'est la démarche qu'on peut Ça capte plus. On a perdu Youssef. Dans l'ascenseur. Bon. Allô. Oui, on t'entend là. Allô, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, ce que je dis, c'est que, en fait, ce qui est réplicable et ce qui est important, à mon avis, c'est la démarche. C'est la démarche, c'est pas le résultat en soi. Et donc, c'est à chaque fois, c'est essayer de trouver une cohérence, une logique pour que quand tu densifies, pourquoi tu densifies et qu'est-ce que tu offres
à ces gens-là quand tu densifies et qu'est-ce que tu offres aux habitants surtout. Parce qu'on oublie qu'il y a ce que j'ai montré, par exemple, sur Paris. Sur Paris, on voit bien qu'on est monté en hauteur parce qu'on est sur le périph', parce que le modèle urbain nous le permet. Et donc, on a vu comment on a réussi quand même à dire, OK, on monte, mais qu'est-ce qu'on offre aux habitants? Et donc, on surdimensionne les cuisines, on arrive à faire Et donc, imaginez, la personne, elle est là, elle est en hauteur, mais elle a en même temps un bout de paysage intime à l'intérieur de sa maison. C'est ça qui change tout. Si tu lui offres la même chose, tu lui dis, tu ne participes pas à la ville, et en même temps, je te donne juste la vue, bon, mais si tu montes en hauteur et tu lui offres cette intimité, ce jardin d'hiver en hauteur, parce que tu peux être intime à l'intérieur, tu peux te sentir seul, mais en même temps, tu as la vue, tu as des layers, tu as une complexité à l'intérieur de ton image. C'est ça qui change par rapport aux tours à New York. C'est-à-dire que les tours à New York, c'est frontal. Tu n'as qu'un seul layer qui est frontal et le rapport à la ville. Alors que là, tu vis Paris parce que tu prends cette intériorité et tu vis comme si tu es au 3e étage parce que tu as une grande pièce à l'intérieur qui s'ouvre, qui se ferme, qui réagit. Donc, tu as une certaine... En fait, c'est ça. Il faut garder une intimité et une vue frontale à la ville. C'est comme ça qu'on peut monter en hauteur dans les villes méditerranéennes, à mon avis. Voilà. Merci Youssef. C'est un peu, c'est un peu la maison à patio volante Voilà. qui vient Exactement. qui vient s'empiler. Et effectivement, Exact. cette notion d'intimité et avoir le choix d'aller vers les autres dans la ville, c'est fondamental pour bien comprendre, pour bien faire le choix de vivre ensemble. Exactement. Exactement. Voilà. Je vais continuer à vous suivre. Juste, je cours dans le taxi et je continue. J'ai juste 1 minute de off et je reviens vers vous dans 1 minute. Pas de problème, merci beaucoup. Merci. Merci, à tout à l'heure, Youssef. Merci. Donc, on apprend, enfin, en tout cas, moi, j'apprends que la densité s'exprime à travers la diversité. Et effectivement, cette intimité qui rejaillit de par l'architecture intérieure, elle est fondamentale. Alors, Charles, je crois donc, on s'est interrompu effectivement pour permettre à Youssef de bénéficier de la demi-heure qu'on vient de passer avec lui. Donc, je te propose avec Salma de reprendre la parole. Effectivement, on va reprendre la description que je vous faisais. C'est Salma qui va vous parler de tout ça et du travail qui a été mené, qu'on mène actuellement à Euroméditerranée, qui permettra de rebondir avec nos autres interlocuteurs et Youssef aussi, s'il arrive à nous rejoindre après. Bonjour à tous. Alors, effectivement, on va vous présenter quelques opérations qui ont été réalisées sur le périmètre d'Euroméditerranée qui posent aussi plein de questions, dont certaines se rattachent beaucoup à ce que Youssef Thomé vient de dire. Donc, on va commencer par ordre chronologique, plus ou moins. Donc, il y a deux grandes phases sur Euroméditerranée, la première phase et la seconde. Donc, parmi les premières opérations qui ont été conçues, c'est le M5 par Yves Lion. Donc, en fait, c'est une densité assez mesurée, puisqu'on est sur un COS de 2,4, ce qui est plutôt un COS moyen. Aujourd'hui, on fait des COS beaucoup plus élevés sur le périmètre, enfin, on en a fait en tout cas. Et donc, cette opération, en fait, à chaque fois, ce qu'on va vous présenter, c'est des questions, en fait, c'est des manières d'arbitrer cette densité, mais suivant des paramètres à chaque fois différents. Donc ici, ce qui est plutôt intéressant, c'est vraiment ce travail sur la transition du privé au public, avec des systèmes de venelles, d'espaces un peu semi-privés, semi-publics, qui font qu'on arrive à notre logement en traversant une succession de seuils, depuis la rue, l'espace public, jusqu'au logement. L'opération se distingue aussi par une hybridité des formes typologiques, parce que de fait, il y a une partie qui a été réhabilitée et aussi de nouvelles constructions. Donc, on a des diversités de formes architecturales qui participent aussi à créer cette composition à faire ville, en quelque sorte. Donc voilà, cette opération, elle pose ces thématiques-là, transition de l'intime au public et hybridité des formes architecturales. Ensuite, il y a eu cette expérimentation qui est celle du parc habité, où on a travaillé sur l'îlot ouvert.
C'est le même architecte d'ailleurs qui a développé cette, mais plutôt là c'est un secteur urbain alors qu'avant c'était plutôt un macro-lot. Donc ici le raisonnement s'est fait vraiment sur l'idée du parc habité, c'est-à-dire qu'on habite un paysage, donc ça rejoint un peu ce que disait Youssef tout à l'heure sur la continuité du paysage qui fait l'articulation entre le bâti. Donc ça c'était un peu cette notion-là aussi qui avait été testée. Alors, l'idée, c'est de limiter au maximum l'emprise au sol, tout en faisant une assez forte densité. Donc, on arrive à des COS assez importants. Donc là, vous voyez que on est plutôt sur le double du COS précédent à l'îlot. Donc, c'est des COS à l'îlot. Ça fabrique des formes très élancées sur le paysage. Donc, on a des bâtiments qui vont jusqu'au R+16, parfois R+18. Donc, ça questionne beaucoup sur la hauteur. Nous, cette expérience, en fait, elle est vraiment source de débat et de questionnement, puisque c'est vraiment un quartier qui est senti et perçu comme dense. Les habitants, ils sentent vraiment cet espace, ils vont dire c'est dense ici. Donc, cette densité, en fait, donc il y a la question, on se demande, est-ce qu'il faut peut-être penser la densité avec des seuils? Est-ce qu'il y a un seuil maximum de hauteur, d'emprise au sol? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut réguler, qu'il faut limiter? Et puis surtout, ce que ça pose comme question, c'est la possibilité de maintenir une continuité de cette densité-là. En fait, sur un grand périmètre, est-ce qu'on peut envisager une densité aussi grande de manière aussi continue? Parce que ça crée une certaine massivité et aussi une perception, en fait, Youssef Tomé, il parlait de ce qu'on gagne en montant plus haut pour les habitants. Effectivement, ça ouvre le paysage, ça donne des vues, ça donne un rapport pour l'habitant assez incroyable à son paysage. Mais par contre, le piéton, qu'est-ce qu'il perçoit? Donc, à inverser aussi cette question de qu'est-ce que moi, en tant que piéton, en tant qu'usager de l'espace public, je perçois de cette forte densité. Donc, nous, en fait, le parc habité aujourd'hui, c'est une expérience très intéressante parce qu'aussi, en fait, il y a toute une réflexion sur la morphologie qui permet d'intégrer le vent, les brises marines, de ventiler les espaces, de créer un rapport au cœur d'îlot, au paysage. Mais en même temps, il y a peut-être quelque chose à réguler pour que ça reste appréciable, habitable aussi pour le piéton. Je ne sais pas si Charles, tu as des choses à rajouter, n'hésite pas. Ensuite, il y a cet îlot Smart Say qui a été le démonstrateur, le premier îlot qui a été conçu dans le cadre du quartier des Fabriques, qui est aujourd'hui toujours en construction. Cet îlot, il est intéressant parce qu'il réfléchit la densité en termes de mutualisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne, effectivement la question qu'on se posait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on gagne à habiter ensemble et à être autant ensemble dans le même espace. Donc, en fait, ce n'est pas juste habiter les uns à côté des autres, c'est aussi partager des ressources, partager des espaces, économiser, aussi dans une logique de sobriété environnementale où on mutualise aussi les formes, la matérialité des espaces. Et donc ici, c'est un peu ça qui a été expérimenté, puisqu'il y a un ensemble de services partagés, des conciergeries, des petits commerces qui sont plutôt ouverts sur l'îlot, un parking qui est mutualisé, mais aussi ouvert aux usagers extérieurs, parce qu'on veut tirer au maximum profit de ce parking. Et donc, il y a des fois, on se rend compte qu'il y a des places qui ne sont pas forcément utilisées, pas optimisées. Donc, on a un système de droit d'usage qui fait qu'un usager externe à l'îlot peut accéder à ce parking. Et puis aussi la toiture terrasse qui devient un lieu partagé pour les habitants. Donc c'est vraiment et puis c'est un îlot qui est raccordé au réseau de chauffage à la boucle à eau de mer. Donc vraiment cette réflexion sur qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on optimise en habitant ensemble. Alors ici, c'est un îlot plus récent et ça découle aussi un peu des réflexions de comment réguler, comment limiter la densité. Peut-être qu'il faut réfléchir sur une limitation des hauteurs, de l'emprise au sol. Donc clairement, ici, on arrive à une densité beaucoup plus mesurée que ce qu'on a développé sur l'îlot ouvert qu'on a présenté précédemment et qui permet aussi d'arriver à quelque chose de plus intermédiaire, de plus hybridé. Donc ici, l'idée, c'était, là aussi, ça renvoie un petit peu à la réflexion de Brazza, que Youssef a développé tout à l'heure, avec des parties plus frontales, on va dire, entre guillemets, tout en réfléchissant sur la progressivité, sur l'épanelage par rapport aux extrémités. Et il y a une opération, on voit mieux cette histoire de l'épanelage, un peu comme ces escaliers qui est juste à côté de celle-ci. Et puis aussi des formes un peu plus intermédiaires,
Donc là, on a du R+4 maximum et qui réfléchit vraiment comme des typologies de maisons avec des escaliers extérieurs qui permettent d'accéder au seuil. Donc il y a vraiment cette réflexion-là sur un habitat un peu plus hybridé, intermédiaire. Et le fait d'habiter le toit sur terrasse aussi, qui a été un peu un axe majeur du développement de ces opérations et de ces îlots. Ensuite, ça, c'est une dernière réflexion qui est en cours. En fait, c'est un quartier qui est toujours pas, qui n'a pas encore vu le jour. Donc, on est vraiment en phase d'études urbaines pour l'instant. Et là, en fait, ça pose une autre question, celle du rapport, surtout quand on raisonne en tant qu'aménageur sur un secteur urbain de grande étendue, vraiment sur le rapport au paysage et au préexistant. Donc, comment on intervient? Donc, nous, on intervient sur des secteurs d'anciennes friches industrielles. Donc, c'est des secteurs aujourd'hui qui sont constitués plutôt d'entrepôts, de friches abandonnées. Donc, comment on réinvestit ces espaces-là, comment on les réoccupe, on les optimise tout en s'intégrant par rapport à ce qui nous environne. Donc, ici, on voit le quartier du Canet. Et d'autre part, il y a le projet du grand parc là qui va traverser, qui va se situer sur l'emprise d'anciennes voies ferrées. Et donc, on se trouve dans un futur quartier entre un noyau villageois. Quand on dit noyau villageois, ce n'est pas vraiment des noyaux villageois. Voilà, parce qu'il y a quand même des formes hybrides, on est entre du R+2 et R+7, donc il y a quand même des typologies variées. Donc l'idée, c'est quand même de garantir cette progressivité, ce lien à travers le paysage peut-être, mais peut-être aussi à travers... la réponse pourrait être de reprendre un petit peu cette variation de typologie, tout en limitant les émergences à quelques secteurs bien délimités. Donc voilà. Donc, à partir de tout ça, alors nous, en fait, toutes ces expériences, elles soulèvent plein de questions sur qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui fait cet arbitrage d'une juste densité. Donc, ça peut être plein de thématiques différentes qui ne sont pas forcément menées toutes à la fois, et peut-être que certaines permettent difficilement d'atteindre, certains critères permettent difficilement d'atteindre d'autres critères, mais du coup, parmi ces questions-là, c'est comme disait Youssef, le droit au ciel, le droit au paysage, le fait qu'on habite quelque part et qu'on puisse voir quelque chose, avoir ce rapport à l'extérieur. La transition de l'intime au collectif, comment on habite à beaucoup dans un endroit restreint, mais on assure ce passage qui est un peu la garantie du chez-soi et d'arriver dans un espace intime et protégé. Donc cette progression du très public au très intime qui est très importante et qui fait... le logement. Oui. Non, pardon, j'ai cru parce que je voulais intervenir, parce que c'est juste pour te compléter, et parce que j'ai l'impression que j'ai en fait, vous avez appuyé sur le fait que comment on habite de l'intérieur, et là, la question que vous abordez, c'est la question, c'est quoi l'espace public dans un quartier? En fait, c'est ça la question. C'est l'espace public, c'est deux choses qui peuvent déterminer une densité, c'est l'espace public et la façon dont on habite. Je m'explique. L'espace public, l'espace public, c'est le lien entre l'individu et le collectif. C'est ce qui nous relie ou nous met en rupture avec l'autre. Et l'espace public, je pense, en tout cas, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a la ville traditionnelle, on n'a pas, je veux dire, il n'y a pas plusieurs modèles. Et il y a un modèle qui est la ville traditionnelle parce qu'au fond, l'espace public, c'est quoi? C'est comment créer un échange. Et toi, quand tu parlais du piéton, c'est à un moment donné, c'est la rupture avec cet échange. C'est-à-dire le piéton n'est plus en échange. On échange quoi avec l'habitant qui habite à côté ou le piéton qui habite à côté. Et cet échange-là peut être aussi déterminant que la façon d'habiter. Je m'explique. Cet échange-là, il est, en fait, c'est où on est dans une ville traditionnelle, c'est-à-dire une continuité de commerce en bas et une mixité en haut, à l'étage, ce qui fait qu'on a une certaine densité qui fabrique une relation et un échange dans la rue, comme dans les rues partout, les rues continues, ou qu'ils soient comme New York ou comme Paris ou comme peu importe les villes traditionnelles, où on est dans un système qui est plutôt le paysage qui nous relie. Et là, c'est exprès que je vous ai donné l'exemple de Londres. Eux, ils assument cette rupture. Eux, ils assument, mais pour qu'on puisse être dans une relation toujours au paysage, c'est un équilibre
pour que le piéton puisse avoir accès au paysage et l'habitant puisse avoir accès au paysage. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine rupture et une certaine diversité pour que le lien, que quand on est dans cet espace-là, on est toujours en échange avec les habitants. Ça peut être un troisième, on habite une forêt, donc tout le monde va sentir cet échange parce qu'on habite une forêt ou au bord de la mer. On n'a pas besoin de cette continuité. Mais je pense que si vous voulez, à mon avis, déterminer deux facteurs intéressants, c'est l'espace public et c'est le problème qui s'est posé avec le temps, c'est que les îlots ouverts qu'on a commencé, que Portes en Parc a commencé à côté de Paris, il marchait parce qu'il a pensé, c'est comme une continuité de la densité d'une ville. Mais une fois qu'on n'est pas dans cette continuité de densité, on est dans un peu le ni-ni, c'est-à-dire on n'est ni dans un paysage, ni dans une continuité. Et c'est là qu'il y a une vraie problématique. Parce que tu ne peux pas être dans un espace, ni tu es dans un paysage, ni tu es dans une vraie continuité. C'est là où tu n'échanges plus. Donc la question, c'est l'échange. Voilà, c'est tout. Excusez-moi, mais je trouvais que c'était, voilà, c'est pour continuer un peu, à mon avis, les problématiques que vous posez et pour plus être spécifique par rapport à ces deux problématiques, l'habitant et ce que tu appelles le piéton, c'est plutôt l'échange dans une ville et le lien collectif qui nous relie à l'autre. Ce que tu mentionnes, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une perception d'une densité beaucoup plus à l'échelle globale, à l'échelle du fonctionnement global de la ville et du paysage. Voilà. Exactement. Et là, c'est vrai qu'on a donné des exemples avec des densités calculées à l'îlot. Et donc, très clairement, on s'aperçoit de la limite de cette notion de densité à l'îlot, et c'est que c'est une densité globale. Et notamment, moi, je pensais à ton exemple, et globalement à Bordeaux, ils réfléchissent dans l'autre sens. Hein. Ils donnent une valeur à l'espace paysager, à l'espace public, qui est un complément immédiat à l'îlot et qui vient même parfois gommer la notion de cœur d'îlot. Donc, on est dans un renversement. Exactement. En fait, c'est qu'on ne peut pas voir la densité. C'est pour ça que j'ai commencé aussi en parlant que si on est obligé de densifier parce que sinon on s'étale sur la montagne, donc il faut la faire. On n'a même pas. Et donc, on commence à réfléchir comment la faire. Donc, il faut expliquer que si on densifie, c'est pour qu'il n'y ait pas un étalement. C'est-à-dire la densité, elle n'est pas isolée de son environnement global et de son environnement immédiat. Voilà. Merci beaucoup, effectivement. Non, mais on va peut-être aller vite, comme ça on laisse la parole aux derniers intervenants. Mais voilà, parmi toutes ces questions qui sont peut-être un peu dans le désordre et qui sont forcément alliées les unes aux autres, il y a aussi le rapport entre les pleins et vides, c'est-à-dire comment on modèle, on façonne ces formes bâties pour avoir un rapport au climat. Je m'explique. Les cintres traditionnels, les cintres anciens avec des rues étroites qui permettent du rafraîchissement, ou plutôt peut-être essayer de maximiser l'ensoleillement. Quel est l'équilibre, quel est l'arbitrage confort d'été, confort d'hiver, comment ça se répercute dans la forme que prend cette densité au final. Les continuités, continuité paysagère, ou qu'est-ce qui a continué dans le prolongement des débats qu'on vient d'avoir. Pour faire ville et partager quelque chose en commun et qu'on reconnaît, le vivre ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on mutualise, en fait? Ça, c'est peut-être quelque chose de moins visible, moins matériel, mais qu'est-ce qu'on partage au sein de ces formes denses? Et puis, est-ce que nécessairement la diversité urbaine, la diversité des typologies, elle est quelque chose d'indispensable, en fait, pour faire une densité habitable et supportable? Voilà. Donc, c'est des questions qu'on vous laisse aussi vous approprier. Merci. Merci beaucoup, Salma, Charles et Youssef. Alors, moi, de ce que je retiens, évidemment, parce que moi, je suis celui qui ne sait pas, je suis l'apprenant, le candide, c'est quand même, à travers ce que vous dites, tous les deux, enfin tous les trois, la mixité, la mesure, se traduisent aussi à travers justement cet équilibre, ou plutôt la densité se traduisent par de la mixité, la mesure, qui se traduit par un équilibre géré à la fois avec la rupture et la diversité. Mais j'aime beaucoup justement cette relation entre le public et le privé,
entre l'individuel et le collectif, entre l'habitant, l'usager et le piéton. Et en fait, on se rend compte, comme disait Charles en introduction, finalement, et je ne sais pas si on tourne en rond ou quoi, mais qu'il n'y a pas de bonne densité. La densité, elle s'applique à l'instant T, à ce paysage-là, et elle doit gérer en même temps la continuité et en même temps le paysage. Moi, je suis très, très curieux, vraiment, après toute cette magnifique, enfin, ces deux magnifiques prises de position, d'entendre le studio Belém, parce que pour en avoir discuté, évidemment, avec Malik, Malik nous a tendu un certain nombre de perches et a aiguisé notre appétit. Donc, Studio Belém, c'est à vous, donc à deux voix, et c'est génial. Merci de vous avoir, et merci de votre patience aussi, parce que vous passez en dernier, mais c'est justement pour la bonne bouche. Allez-y. C'était très intéressant tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Donc c'est Pardon, super. Malik, pardonnez-moi, je vous permets de vous couper. Simplement pour dire à nos auditeurs que n'hésitez pas à poser des questions pour enrichir ou des observations pour enrichir le débat. Vraiment, c'est ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir cette relation avec les gens qui écoutent, avec les auditeurs, pour permettre justement de stimuler un petit peu nos intervenants. Voilà. Pardon, allez-y, Malik. Pas de souci. Vous me dites si vous voyez bien mon écran, il est bien partagé. Ok, super. Alors du coup, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de repartir du côté sud de la Méditerranée et puis de revenir en fait quelques siècles en arrière pour étudier un modèle urbain qui, selon nous, en fait, est un modèle urbain d'avenir finalement, celui de la Médina au Maroc. Pour vous présenter un peu les choses, dans un premier temps, je pense qu'on va vous parler de la Médina, du modèle urbain de la Médina et puis des qualités justement qu'on trouve dans ce modèle millénaire. Et puis ensuite, on vous parlera d'une étude de cas qu'on a fait sur un projet de recherche où justement on est venu, à travers une certaine boîte à outils, réinjecter des concepts qui nous paraissaient pertinents à utiliser aujourd'hui, que ce soit dans la rive sud de la Méditerranée ou même de la rive nord de la Méditerranée. Donc, pour commencer sur la Médina, tout d'abord, c'est un modèle qui est durable dans le temps. En fait, aujourd'hui, on sait que c'est une ville, c'est plusieurs villes d'ailleurs qui sont au Maroc, mais partout au Maghreb et même dans la rive sud de la Méditerranée, en Espagne, au Portugal, on trouve cette forme urbaine de ville qui a su en fait se maintenir dans le temps à travers les années, malgré toutes les conquêtes, malgré toutes les vagues de colonisation. C'est une ville qui a su, c'est un modèle urbain qui a su garder son identité et qui a même été un rempart, on le sait, au Maroc, par exemple, par rapport à tout ce qui était colonisation, protectorat, etc., qui a été un rempart justement pour permettre aux populations locales de garder, de conserver leurs identités et puis de les pérenniser dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette forme urbaine-là a aussi cette valeur justement et cette richesse d'avoir été un rempart et une espèce de protectrice de certaines valeurs, d'un artisanat, d'un savoir-faire qui a perduré dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a paru très, très intéressant de noter, avec une forme urbaine qui permet également en fait de par justement la densité, on parle de densité, donner un exemple, par exemple si on parle de la Médina de Fès, on a 3000 habitants par hectare sur la Médina de Fès, alors qu'à Paris, en fait, on a 250 habitants par hectare. Donc, c'est pour vous dire en fait que c'est un modèle de densité qui fonctionne très, très bien. On monte beaucoup moins haut que Paris, par exemple. Les rues sont plus étroites. On a justement toute cette circulation piétonne qui, pour nous, a une réelle valeur aujourd'hui. On sait qu'on parle de plus en plus de piétonisation. La voiture aura moins en moins de place dans nos sociétés futures. Donc, cette valeur justement du piéton et de la piétonisation nous a paru très intéressante à relever justement sur ce modèle de la Médina qui, par justement ce côté piéton, permet justement plus de densité. Il y a d'autres facteurs qui permettent cette densité-là, mais un des facteurs justement, c'est le fait d'avoir des rues étroites et des bâtiments introvertis sur eux-mêmes. Mais c'est ce facteur-là, en fait, de supprimer en fait la voiture de notre manière de réfléchir la ville et le quartier, en fait, permet une densité plus importante et puis du coup a aussi des valeurs écologiques et puis même en termes de pollution sonore, etc., qui nous paraissent aujourd'hui intéressantes à explorer. Parler un peu du modèle
d'architecture bioclimatique vertueux qu'on retrouve justement dans ces médinas, à travers les riads notamment, mais pas que. En fait, les riads, c'est un modèle de bâtiment, de maison qu'on trouve justement dans la médina, qui est, on va dire, le modèle des classes, on va dire, les plus aisées. Il y a 2, 3, 4 autres modèles qui sont toujours introvertis, avec le patio, le point d'eau et puis la végétation qu'on retrouve au centre, mais qui sont du coup, qui correspondent à des classes un peu différentes. On y reviendra un peu plus tard. Mais du coup, pour vous donner quelques points en fait, qui font que ce modèle d'architecture au sein de la médina est un modèle vertueux, on a justement, par exemple, l'épaisseur des murs qui permettent du coup de réguler la température en été comme en hiver. Ça, c'est un truc assez évident. On a la disposition en fait, des ouvertures et des fenêtres sur l'extérieur qui permettent en fait, d'utiliser les pièces qui sont autour du patio différemment en fait, selon qu'on soit en été ou en hiver. En fait, il y a certaines pièces qu'on va venir utiliser en hiver parce que exposées de manière à justement avoir beaucoup plus de chaleur. Et puis l'inverse en été, des pièces qu'on utilise pas en hiver, du coup, qu'on va venir utiliser en été parce que plus fraîche, parce que plus rafraîchie. Donc, il y a tout un plan et un dessin en fait, architectural de ces bâtiments-là qui est réfléchi et qui fonctionne en fait, tout au long de l'année voilà, de manière complètement fonctionnelle et qui continue même à fonctionner de la sorte aujourd'hui. Et puis voilà, enfin, je parlais de la végétation et du point d'eau, bien sûr, qui permettait de réguler l'humidité au sein des maisons et d'apporter de la fraîcheur en été. Ce qui nous a aussi paru très intéressant en fait, à relever au niveau de l'urbanisme en fait, de la médina, c'est le côté d'urbanisme un peu social. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que l'architecture, en fait, elle n'est pas du tout ségrégative. Quand on se balade en fait, dans la médina, on ne sait pas, en fait, on ne peut pas voir en fait, depuis l'extérieur si les logements en fait, sont des logements de classes aisées ou de classes plus pauvres. En fait, les logements se jouxtent et se côtoient les uns les autres. Et donc, de par cette espèce d'humilité en fait, de l'architecture depuis l'extérieur, on ne sait pas en fait, à quelle classe sociale on s'adresse et elles sont toutes en fait, mélangées finalement au sein de cet ensemble urbain. Donc, tout à l'heure, je vous parlais des riads qui sont la forme d'architecture, on va dire, qui correspond aux classes de population les plus aisées. Mais on a la masria, on a d'autres typologies aussi qui répondent à des classes un peu plus défavorisées parce que c'est une ville et un quartier qui fonctionnent justement avec une espèce de mixité sociale où toutes les classes en fait, sont ensemble au sein d'une même rue ou d'un même quartier. Enfin, ce qu'on trouvait intéressant dans le modèle urbain de la médina, c'est le côté lieu de rencontre. En fait, à travers cette ville, on a un certain nombre qu'on peut appeler des points chauds, qui sont vraiment des véritables lieux où tout type de population en fait, viennent se rendre. Donc, on parle de lieux de culte comme la mosquée, qui est le truc le plus évident. Il y a aussi beaucoup d'autres lieux, comme le hammam, comme le four traditionnel. On sait que même aujourd'hui, dans les médinas, à Fès notamment, c'est un lieu en fait, d'échange et de rencontre qui aujourd'hui est encore vivant. C'est-à-dire que c'est le lieu où on vient faire cuire les plats, où on vient faire cuire son pain, où pour le coup, tout le monde, toutes les familles en fait, présentes dans la rue, dans le quartier, viennent justement y déposer leurs différents éléments justement pour cuisiner, pour cuire, etc. Et donc ça représentait vraiment un lieu vraiment de rencontre et de brassage, comme la place aussi où on trouve le marché, etc. Où la place Jemaa el Fna à Marrakech est la plus connue, mais il y en a dans toutes les médinas au Maroc où c'est un véritable lieu de rencontre et d'échange social. Pour terminer peut-être sur la médina, avant de donner la parole à Edouard qui va vous préciser un petit peu plus l'étude de cas et comment nous, on a essayé à notre échelle, à travers notre projet de recherche, de transposer ce modèle-là avec une écriture architecturale plus contemporaine. En fait, c'est le mot mixité en fait, qui me vient à l'esprit. Et en fait, la densité, pour moi, elle est possible que si une réelle mixité qui est en place en fait, au niveau du quartier, au niveau de la ville. Et quand on parle de mixité, c'est évidemment la mixité programmatique. Et quand on dit mixité programmatique, c'est différents programmes, l'habitation, le travail, le commerce, les lieux de culte, les lieux de culture, etc., qui se rassemblent en fait, dans un lieu finalement pas très étendu. La mixité sociale, en fait, où il y a plusieurs classes sociales qui peuvent se côtoyer au sein d'un lieu finalement assez contraint. Aujourd'hui, la médina, elle est ceinturée de remparts, mais c'est quelque chose qui a justement permis en fait, de se protéger dans un premier temps, mais qui a également permis à l'époque, aujourd'hui on a les villes nouvelles qui viennent justement se construire à côté des médinas. À l'époque, c'était pour se protéger, mais pas que, en fait, c'était justement pour pouvoir en fait, laisser en fait, les terres agricoles autour de la médina continuer à exister et ne pas en fait, permettre
un urbanisme galopant sans fin et finalement contraindre les choses et du coup, en contraignant les choses, créer plus de densité pour permettre à l'extérieur de continuer à fonctionner finalement et fonctionner en circuit court également avec l'intérieur de ce qui se passe dans la Médina. Et donc voilà, mixité sociale et puis mixité du coup générationnelle, évidemment, où toutes les générations se côtoient au sein de cette ville. Et ça, c'est quelque chose qu'on a cru important de noter. Bon, je vais passer rapidement. Pour parler justement de l'étude de cas, justement du projet de recherche sur lequel on a travaillé, du coup, je te passe la parole, Edouard. Merci Malik. Alors, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, notre approche, Malik et moi-même, c'est de s'être interrogé, d'avoir réfléchi sur, d'avoir analysé en fait précisément les vertus de ce modèle qu'est la Médina. Et c'est quelque chose qu'on a réinterprété, réinjecté dans un projet de recherche, donc la soirée Le Bait, un projet de recherche qu'on a imaginé il y a à peu près 2 ans à l'aube du confinement pour un projet théorique d'urbanisme qui pourrait voir le jour, alors dans notre cas, nous, dans la région de Marrakech, mais qui est finalement un modèle un peu plus générique qui, selon nous, pourrait se développer dans d'autres villes méditerranéennes, que ce soit au Maghreb comme sur la frange nord. Et donc, c'est voilà, une grande boîte à outils qu'on a mis en place. Et cette boîte à outils, elle peut aussi inspirer d'autres projets sur des échelles plus réduites. Là, on parle d'un projet de 10 hectares, donc 10 hectares qui peut d'ailleurs se développer davantage, mais c'est aussi une réflexion qui peut se retrouver dans un bâtiment ou quelques bâtiments ou une petite échelle de quartier. Et c'est en cela que ce travail nous nourrit d'autres projets qu'on imagine et qu'on dessine sur le bassin méditerranéen. Donc, la première idée que Malik a déjà pas mal expliqué, c'est le côté, c'est le fait que le modèle soit libre et flexible dans son développement. La ville, elle se développe de manière assez organique finalement, avec l'ajout continuel de nouveaux objets architecturaux qui viennent se poser les uns à côté des autres sans règles d'urbanisme préétablies. L'implantation s'affranchit de toute règle d'orthogonalité, donc ça c'est quelque chose d'assez spécifique au modèle de la Médina et au modèle des villes du Sud. À l'inverse, en France ou en Europe plus généralement, les modèles d'urbanisme suivent des grands tracés, des tracés qui sont souvent, je le pense, hors d'échelle. Et d'ailleurs, c'est malheureusement, on l'a vu dans les années 80-90, un modèle que le Maroc a voulu réinterpréter, réactiver sur son territoire. Et on a vu l'essor de villes nouvelles, avec des tracés de kilomètres et de kilomètres qui étaient malheureusement pas ou peu habités, en tout cas mal habités. Et c'était évidemment un étalement urbain peu pertinent pour ces villes périphériques de Marrakech notamment. Donc, à l'inverse, l'idée, c'est de laisser libre au développement de la ville. Les objets s'ajoutent les uns à côté des autres, de s'affranchir de toute règle. Et ça permet également au tissu de s'adapter en fait, à n'importe quel territoire, à n'importe quelle géographie et à n'importe quel milieu. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point qu'on a voulu réinterpréter dans notre projet à Soirée Le Bait, c'est l'implantation créatrice d'un dédale urbain, ce qu'on appelle le dédale urbain. Qu'est-ce que c'est que le dédale urbain? C'est tout simplement le fait que les bâtiments s'implantent les uns par rapport aux autres de manière assez aléatoire, organique, comme je disais, et créent des vides qui ont des géométries variées. Ces vides, ils permettent aux habitants de se les approprier de manière assez libre. L'autre système qu'on a paru intéressant à intégrer, c'est donc pour rendre ces espaces libres vivables, entre guillemets, face aux chaleurs et à l'ensoleillement, c'est tout simplement de créer des espaces ombragés, donc en l'occurrence dans ces villes urbaines, des séries de pergolas, des pergolas qui permettent du coup différents usages de ces places, hein, des places publiques, des marchés, des échoppes, tout simplement des chemins piétons qui se protègent du soleil. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, ça permet vraiment à ce dédale urbain d'avoir une réelle vie et une vraie valeur ajoutée, en tout cas pour les habitants qui côtoieraient ce quartier.
Ensuite, si on zoome un peu plus précisément sur la façade et le bâtiment, enfin les bâtiments, on les a imaginés, on a pris le parti de créer une sorte de deuxième façade. Donc d'ailleurs, c'est donné le titre au projet, la Swirlbeit, ce qui veut dire couronnement, enfin couronne minérale autour du bâtiment. Et cette deuxième façade, ce qu'on appelle la façade habitée, elle permet un certain jeu, une interface entre la ville et l'espace domestique des bâtiments. Donc, en fait, chaque bâtiment est ceinturé donc, par une structure ouverte. Elle mesure à peu près 4 mètres de largeur. Et cette distance entre la façade, l'enveloppe du bâtiment et cette façade, elle permet de filtrer tout d'abord visuellement les espaces domestiques par rapport aux espaces collectifs, ce qui est quelque chose d'assez important, surtout dans un cas de figure où les bâtiments sont si proches les uns des autres et qu'il y a une vraie tension en fait, entre façades. Dans les espaces supérieurs, donc les espaces qui seront attenants au logement, cette largeur de 4 mètres permet, crée des larges espaces extérieurs ombragés, donc des vrais des espaces très qualitatifs. On peut l'imaginer sur une trame de 4x4. Déjà, le moindre balcon fait déjà 16 mètres carrés. Donc, ça permet vraiment, donc, pour les villes du Sud, d'avoir un espace extérieur directement attenant à ces espaces intérieurs et de créer vraiment un espace tampon aussi qui a ses qualités en été comme en hiver, on le sait tous. Au rez-de-chaussée, cette largeur de… je vais peut-être passer sur l'autre diapo qui en parle un peu plus. Sur les rez-de-chaussée, cette largeur de 4 mètres, cette muraille de 4 mètres de large, elle permet plusieurs choses. La première, c'est de créer ce dédale urbain, ce cheminement urbain ombragé le long de chacune des façades, donc de pouvoir circuler de manière à l'abri du soleil et des fortes chaleurs. Et finalement, ce cheminement qui est dicté par l'architecture, il permet également des séquences commerciales, des séquences où l'habitant, l'usager, le voisin va en fait traverser ces galeries commerçantes, et ces galeries commerçantes vont pouvoir s'animer, s'activer sur ces 4 mètres de large, justement. Donc là aussi, en fait, ce modèle architectural, il vient servir un modèle de commerce urbain, d'échoppe urbaine, et c'est quelque chose évidemment qui est tiré directement du modèle de la Médina dont Malik vous parlait. Un point qu'on a également voulu mettre en avant, c'est, alors ça je vais venir sur le plan rez-de-chaussée pour vous en parler, c'est le fait que le projet valorise les mobilités douces et supprime complètement les voies véhicules motorisés. C'est ce qu'expliquait Malik. La Médina, historiquement et par essence même de son modèle, n'a jamais intégré la voiture dans son système de navigation intérieure. Donc, du coup, là aussi, le projet contemporain de Médina qu'on propose s'affranchit de la voiture et propose des parkings silos qui viendraient de manière assez satellite, tous les 10 hectares, c'est ce que vous voyez tout en haut à gauche, permettrait du coup à tous les habitants de chacun de ces 10 hectares de garer sa voiture et ensuite de finir le dernier mile, comme on dit, avec des mobilités douces. Donc, les rues intérieures sont piétonnes, elles offrent des espaces publics sans pollution, ni pollution d'air, ni pollution sonore, ni pollution visuelle. Et l'ensemble des programmes du quartier sont accessibles à moins de 30 minutes à pied. Donc là aussi, ça crée l'échange social entre les habitants et les piétons qui vont se balader et se retrouver dans différents programmes autour de chez eux. Et ça crée un art de vivre, beaucoup plus… on parlait de lien social. Ça crée du lien social puisque la rencontre est possible entre les habitants. Vas-y, Malik, je te laisse conclure sur ces différents points. Oui. Pardon. Non, pardon. Vous voulez intervenir, Youssef, peut-être? Oui, j'aimerais bien intervenir parce que, en fait, juste pour que vous fassiez, parce que maintenant j'ai l'expérience de travailler sur le projet urbain de Brazza depuis 12 ans. Et en fait, quand je parlais de densité périphérique et de quartiers sereins et calmes à l'intérieur, effectivement, pour pouvoir faire ça, j'ai fait des rues de 8 mètres
Et c'est un système de patio, de rencontres et tout. Il faut que juste vous fassiez attention à la réglementation, malheureusement, parce que je me suis confronté à ça. Et en fait, en ce moment, je vous donne un exemple. Par exemple, quand on a planté quelques arbres à l'intérieur des îlots, il y a les pompiers. On a été voir les pompiers et les pompiers, avec le camion, ils ont dit, nous, on a besoin de 8 mètres de recul par rapport à la façade et donc il faut m'enlever tous ces arbres. On a enlevé à peu près 20 arbres dans l'îlot, le seul îlot où ils ont planté. Ils ont commencé à parler Donc, en fait, si on veut planter un arbre, il faut des rues qui sont moins de 18, plus que 16, 8 et 8, plus que 16 mètres. Sinon, on ne peut pas planter. Donc, c'est complètement en contradiction par rapport à l'environnement qu'on nous dit qu'il faut planter. Donc, quand j'ai proposé, j'ai dit, mais pourquoi on ne change pas le camion, simplement, et qu'on a fait un camion plus simple, malléable, plus... Et ils ont cru que vraiment, je rigolais, alors que ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que maintenant, c'est le camion du pompier qui fait l'urbanisme presque en France. Et votre système que je trouve ingénieux et intéressant, il n'est pas possible parce qu'il faut que chaque habitant puisse avoir accès à l'échelle du pompier. C'est-à-dire que ce système-là, moi, j'aimerais qu'il soit possible, mais on arrive à des problématiques qui sont reliées à la réglementation en France et au manque de coordination entre les corps d'État pour dire qu'est-ce qu'on veut au juste et comment on règle les problèmes. Et donc, on va dans l'inverse, c'est-à-dire que chacun fait son truc de côté et à la fin, c'est des résultats, c'est des additions de contraintes qui nous emmènent à revenir en arrière et remettre en question des solutions intelligentes comme par exemple ce que vous proposez, le système de Médina, d'aller à pied et tout. Parce que nous, pareil, on a des îlots, les stationnements, c'est des îlots de parking qui sont à 25 mètres à peu près, même à 30 mètres. Et maintenant, les habitants de ce quartier-là, comme ils ne veulent pas marcher, parce qu'en fait, eux, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils veulent habiter la ville, mais comme s'ils habitent leur maison maintenant. Oui. C'est-à-dire tu leur donnes l'impression que c'est une maison. Donc, il vient, il se gare devant lui. Et donc, tu as tous les gens qui viennent et qui se garent devant chez eux. Et on ne peut pas enlever ces rues parce qu'il y a les pompiers. Et donc, il y a une bagarre entre la copropriété pour les gens qui veulent garer devant chez eux et les gens qui ne peuvent pas. Et donc, ils sont en train de rajouter des plots horribles pour empêcher les gens de... Donc, si vous voulez, juste je suis en train de dire, c'est qu'il faut faire attention aussi à l'ADN du contexte, parce que l'ADN du contexte, il est en même temps géographique, ce qu'on a parlé, mais en même temps, il est social, et il est social au niveau des codes et de la façon dont on habite. Et ça, il faut prendre beaucoup de temps pour que les gens changent un petit peu leur façon d'habiter ou en même temps s'acclimatent ou fassent une rencontre entre les deux pour le bien de tout le monde. Voilà. Merci, Youssef. Justement, merci pour la passe décisive parce que la conclusion de notre speech, justement, c'est de dire que le problème aujourd'hui, c'est qu'on fait face justement à des réglementations et à des normes trop contraignantes. Et c'est pour ça qu'on a vraiment vu ce projet-là en fait, comme un projet de recherche conceptuelle, prototypique, non réalisable en l'état, mais qui nous sert en fait comme une boîte à outils où on vient en fait puiser différents concepts qu'on vient ensuite réinjecter dans nos projets. Mais effectivement, moi, je comprends, et c'est ce genre de projets qui vont peut-être changer la réglementation. C'est-à-dire que, par exemple, à Brazza, on a réussi à changer quelques réglementations avec les volumes capables. Il y a eu le VFA après. C'est-à-dire qu'on peut habiter même si ce n'est pas terminé. On essaye c'est-à-dire, c'est exactement ce genre de projet qui peut changer. Et moi, je me bats pour pouvoir planter dans des petites rues. Et parler avec les pompiers, c'est quelque chose qui paraît franchement hallucinant. C'est-à-dire que de dire... un camion, imaginez maintenant, c'est-à-dire vous faites une salle pour les processeurs qui date des années il y a 20 ans. Il vous faut 600 mètres carrés pour une banque. Alors que là, maintenant, c'est 4 mètres carrés maximum.
Donc, Ouais. c'est ça, en fait, la ville. C'est qu'il ne faut plus la penser comme quelque chose qui est figé, mais comme quelque chose qui est plutôt évolutif et on anticipe les problématiques, mais on pose un idéal et on se met tous autour de la table. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que chacun est seul. Le pompier, il ne veut pas entendre. Pour lui, c'est le jour J, il arrive, donc il t'enlève le bois, il t'enlève les arbres, il t'enlève la façon dont… et tout d'un coup, tu te retrouves avec une façon de faire très… c'est pour ça qu'on a des actes avec les immeubles tout autour, des petites… et que le pompier puisse accéder. Mais c'est ce genre de projets qui peuvent avancer la façon dont on peut travailler en commun pour améliorer la façon dont on habite en tant que collectif et en tant qu'individu. Et ben, c'est exactement comme ça qu'on voit les choses, Youssef. Et effectivement, c'est… En fait, là, on parle des pompiers. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a plein d'autres… Bien sûr. Comment dirais-je, services, la police et… bref, tous les services qu'on va consulter à chaque fois qu'un permis de construire se dépose. Moi, ce que je pense, c'est que il faut pas, ce que disait Malik, c'est qu'il ne faut pas voir ce projet comme une proposition entre guillemets radicale, puisque effectivement, alors comme elle est dessinée aujourd'hui sous vos yeux, elle est possible dans cette ville qu'on a imaginée satellite à Marrakech, mais chacune de ces idées peut se mesurer et en fait s'agencer de manière assez différente en fonction du contexte qu'on vient aborder. Par exemple, si on reprend l'histoire des pompiers, comme on le sait, sur un bâtiment d'habitation, bon, ça dépend des familles, mais il est toujours demandé qu'au moins une des 4 façades, en fonction de la longueur, évidemment, il y a plein de paramètres, mais qu'une de ces 4 façades soit accessible par un camion-engin. Alors, est-ce que tout de suite, ça peut donner dans l'implantation, quand je reviens par exemple sur ce plan masse, est-ce que dans ce plan masse, tout d'un coup, on ne pourrait pas se dire que quelques désalignements ou quelques espacements entre certains bâtiments peuvent se créer pour que finalement un réseau très précis, très dessiné de camions-pompiers puisse finalement secourir les différents bâtiments du projet. Mais moi, je te dis l'inverse. Moi, je suis en train de te dire, bats-toi pour pouvoir réaliser ton projet et changer le camion. Oui, mais on ne pourra jamais. C'est très bien. Parce que s'il est intelligent et s'il répond à une certaine densité, à un vrai échange, et au niveau de l'habitation, après, ça dépend du contexte, si les gens vraiment aimeraient habiter comme ça ou pas. C'est-à-dire que, tu vois, à Brazza, c'est une mixité entre des petites, c'est-à-dire pas tout le monde non plus aimerait habiter. Mais si tu arrives à le faire, au lieu de dire, voilà, on s'adapte à la réglementation qui, des fois, elle est aberrante, oui. Il faudra mieux garder ton idée et se battre pour pouvoir la faire parce qu'elle est intelligente et pertinente. Voilà, c'était ça ma… Ça, c'est le positionnement. Youssef, tu as raison. C'est le positionnement radical qui nous a poussé à dessiner le projet comme il est aujourd'hui. Ensuite, là, quand on parle de boîte à outils et d'être vertueux sur le fait de pouvoir retranscrire un modèle générique en fonction du contexte qui l'intègre. Ouais, j'ai compris. C'est également de venir détourner un peu les règles de façon un peu maligne et de réussir à sortir aussi des projets, non pas dans 50 ans quand les choses vont changer. Ce que dit Youssef, et là où je le rejoins, c'est que malheureusement, ce n'est pas les pompiers qui doivent dicter la manière dont tu dessines tes projets, mais plus les projets qui dictent la manière dont les pompiers peut-être agissent. Tu parlais de taille de camion, c'est un bon exemple. Je te donne un exemple très simple, pardon. Juste, et je termine parce que là, je vais rater mon vol, vraiment. Et donc, c'est juste que je vous dis un truc, c'est que, par exemple, les volumes capables. Les volumes capables, c'était qu'on ne pouvait pas livrer quelque chose qui n'est pas fini. Et le but, c'était de permettre aux gens de pouvoir vivre, habiter, acheter quelque chose à 2000 € le mètre et pouvoir doubler sa surface, avoir 5 mètres de hauteur, pas 5,50 mètres pour que le promoteur ne puisse pas, dans la réglementation, mettre une mezzanine et vendre la double de surface, mais pour que l'habitant puisse en fait doubler sa surface. Quand je commençais au début, les promoteurs partaient pour dire mais ils rigolent. Et en fait, on a réussi à trouver une faille dans la réglementation qui dit que tu peux
en fait, si tu as à l'intérieur de ce volume un petit volume où tu peux habiter, c'est-à-dire que tu peux avoir de l'eau, un lit et une cuisine. Et à l'intérieur de ça, ça doit être chauffé, isolé, et tu es dans la boîte qui fait de 5 mètres. C'est comme si tu vis dans un hangar, une boîte dans une boîte. Et on a réussi à le faire après, avec des notaires, avec vraiment des années de travail, et finalement, pour une cause que je voulais que les gens qui n'ont pas les moyens puissent habiter au même endroit que les autres, et qu'à un moment donné, qu'ils ne soient pas déclassés parce que leur famille s'agrandit, ils quittent et après, ils ne peuvent pas revenir. Donc, si vous croyez à ce que vous dites, eh ben, battez-vous. Bien sûr. C'est tout. Voilà. Merci à tous. Je vais vous laisser et à très vite. Merci, Youssef. Merci, Youssef. Allez, ciao. Salut. Merci beaucoup, Youssef. Ciao. Je voulais juste réagir parce que je trouve que c'est hyper intéressant la relation que vous mettez entre cette notion de mixité qui est fondamentale pour réussir la densité. C'est fondamental, sauf que cette mixité, on voit que l'héritage qu'on en a du passé, en fait, nécessitait peu de règles. C'est ça qui est marrant, beaucoup de liberté de conception. Et donc, ça montre qu'il faudrait, par rapport à la manière dont on fait des projets, à la manière, à la fois en tant qu'aménageur, hein, nous, avec nos grands tracés dont tu parlais très bien, voilà, qui sont peut-être trop forts et trop durs, ou trop peu flexibles, et puis ensuite, tout cet arsenal de normes, de règles, en fait, il faut rebondir philosophiquement sur la manière de fabriquer le projet fondamentalement, et comment tous les outils qu'on est en train de fabriquer sont beaucoup moins prescriptifs, moi j'ai l'impression, pour garantir cette mixité. On n'a pas le choix, on va devoir faire face justement à la bonne mise en place de mixité pour réussir ce passage et cette fabrication de densité. On n'y échappera pas à cette densité qui est nécessaire. Donc voilà, moi je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que vous avez montré que cette mixité à la fois de forme, d'usage, voilà, c'est la solution, et c'est ce que disait aussi Youssef, c'est tous ces contrastes qui font que finalement cette mixité peut être bien vécue et riche et apporter tout ce qu'on en attend. Complètement d'accord. Et puis, je pense qu'on peut rajouter aussi dans l'exemple de Malik et d'Edouard qu'il y a un point qui est quand même très, très important. C'est alors, au-delà de faire évoluer la réglementation, notamment concernant les pompiers, parce que ça, c'est très compliqué, c'est faire évoluer les comportements. Parce que cette idée, finalement, de garder un espace qui est où on bannit les voitures, où on est, alors là, ce n'est pas la ville du quart d'heure, mais c'est la ville des 30 minutes, donc ce qui est beaucoup plus osé, parce que 30 minutes et un quart d'heure, c'est deux fois le temps, et donc 2 fois la distance, probablement. Aujourd'hui, quand on voit la dépendance du citadin par rapport à la voiture, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement audacieux. Donc, je trouve que franchement, ça mérite justement d'être suffisamment remarqué. Ce que disait Youssef tout à l'heure par rapport aux pompiers, je l'ai déjà entendu sur l'aménagement du cours Lyoto, donc un grand cabinet d'archi marseillais, qui était en charge dans la partie du cours Lyoto, qui est parallèle à la rue d'Italie, où effectivement, ils avaient prévu des plantations très rapprochées, et où les pompiers étant passés ont stigmatisé un certain nombre d'arbres. Non, ce ne sera pas en deçà enfin pas au-dessus de 18 mètres. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'on a une réglementation, et l'inventivité, la créativité des architectes et des cabinets, c'est de faire avec la réglementation, et de peser intelligemment et avec beaucoup de vigueur pour faire évoluer le sujet. Alors, on va prendre tout de suite la première question donc, de Madame Bertoncello, Brigitte Bertoncello, qui pose cette question suivante, qui dit: qui décide du choix de la densité? Quels sont les acteurs impliqués, concernés de manière volontaire, encadrée ou imposée? Donc, on a 2 questions. Qui décide du choix de la densité? Et après, quels sont les acteurs qui finalement sont ceux qui pèsent dans la décision? Et puis, est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est encadré ou est-ce que c'est imposé? Qui peut nous répondre à cette magnifique question? Ouais, c'est peut-être nos chers aménageurs qui sont peut-être mieux placés. Voilà, c'est un peu plus simple sur la décision de la densité. La décision de la densité, elle est… c'est compliqué de répondre. Hein.
Mais la question est très intéressante, hein, cela dit. Voilà. Bah, la densité est une conséquence des projections qu'on va faire sur la ville. Moi, je pense que, par exemple, pour l'exemple d'Euroméditerranée, la densité est bien la conséquence des objectifs qui sont donnés de développement urbain, notamment de création de logements, par exemple, et le territoire d'Euromède ayant été ciblé il y a assez longtemps pour être un des noyaux de développement importants. Donc, il y a une vraie réponse au contexte, on va dire, au contexte programmatique et aux besoins du territoire. Ensuite, à ça, bien évidemment, viennent se combiner des problématiques tout simplement de développement urbain, d'équilibre de projets. Donc, dans le cas Euroméditerranée, on a des objectifs en termes d'équilibre de financement de projets. Et finalement, autant la densité est bien une résultante à la fois de cette programmation et de ces objectifs de, on va dire, rentabilité du territoire, dans le sens où venir urbaniser ce territoire développe des coûts assez importants et sur lesquels, en fait, on doit trouver un équilibre de financement en général, et donc une rentabilité qu'il a été demandé de constituer. Et c'est l'État qui a chargé aux Méditerranée justement de développer un projet qui, avec finalement peu de revenus ou peu d'aides des collectivités, doit auto-rentabiliser le territoire pour pouvoir prévoir son développement futur. Donc voilà, on va dire que la densité à Méditerranée, c'est un choix initial programmatique. Voilà, c'est un lieu de développement urbain fort, mais c'est aussi une conséquence très claire d'une nécessité liée au développement du territoire. Donc ça, c'est pour répondre à la première partie. Et la deuxième partie de la question, c'était… Quels sont les acteurs impliqués, concernés de manière volontaire, encadrée ou imposée? Donc, 3 niveaux. Alors, les acteurs concernés, bien évidemment, ça va être, dans le cas d'un manager, ça va être toutes les parties prenantes, donc tous ceux qui sont liés, dans le cas du conseil d'administration, je pense au financement de l'établissement en général, de la partie qui est financée par les collectivités, donc en l'occurrence à la fois l'État, région, métropole, ville, notamment. Ensuite, ceux qui vont être concernés, bien évidemment, et qui vont pouvoir agir donc de façon plus locale, ça va être les collectivités locales, je pense à la métropole et à la ville, notamment dans le cadre de la réglementation urbaine, via le PLU. Donc, on va avoir des échanges importants avec ces collectivités, justement, pour voir comment moduler les densités et comment raccorder les densités prévues sur Méditerranée de façon cohérente au reste de la ville, avec aussi des vues et des objectifs de morphologie urbaine donnés par ces différentes collectivités. Et ensuite, sur les concernés, on est tous les habitants, hein, très clairement, de prime abord, puisque c'est nous qui allons l'aimer ou la subir, cette densité. Les habitants du quartier, les habitants au sens large, puisqu'on recrée un paysage qui peut être différent, qui peut, je pense que vous avez tous en tête les éventuelles réactions par rapport aux tours qu'on a mis face à la mer qui peuvent plus ou moins bloquer le paysage ou contribuer à l'usage. Si on arrivait à grimper sur l'ensemble des tours qui font le front de mer, ça pourrait être une vraie valeur ajoutée pour les pour les habitants du quartier et plus loin. Et puis ensuite, bien évidemment, tous ceux qui fabriquent la ville à nos côtés, donc tous les investisseurs qui, eux, vont être plus ou moins intéressés par ces densités. Certains promoteurs sont partisans de ces densités et savent faire avec ces densités. D'autres vont plutôt choisir des îlots un peu moins denses, comme vous l'a montré Salma, et vont être force de proposition pour construire moins dense, plus bas, avec un choix sur le mode de vie qu'ils souhaitent offrir aux futurs occupants des bâtiments qu'ils vont construire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu clairement. Si je peux juste… en fait, c'est une question qu'on n'a pas relevée et je trouve que tu as raison, c'est-à-dire que, en fait, c'est une question d'expérience. C'est-à-dire que les promoteurs ne sont pas… avant, ils voulaient à tout prix de la densité parce qu'ils vendaient de la surface. Et que maintenant, avec le temps, en fait, ce qu'ils vendent, c'est une expérience. Je m'explique. Si c'est, par exemple, dans un îlot
On prend l'exemple de Saint-Nazaire, un peu un îlot à côté de la mer, où il y a du paysage et tout. Donc, quand ils ont proposé une densité de 10 000, j'ai fait une étude de faisabilité et j'ai proposé 5 000. Et j'ai essayé de valoriser l'expérience et donc de vendre plus cher parce que tu vis vraiment la nature. Et ce n'est plus une question de surface. Le promoteur, parce que dans tout ça, nous, on parle, mais on n'inclut pas le promoteur. Et en fait, le promoteur, à la fin, il veut gagner. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de commencer à parler d'expérience et non pas juste de surface et de valorisation par rapport à l'addition de surface, mais par rapport à une expérience qui peut être valorisée et donc qui peut la vendre plus cher avec de moins de densité parce qu'il propose du paysage, quelque chose qui est différent de la densité de la ville interne, quoi. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi et on a souvent des discussions avec les promoteurs justement sur la manière dont ils ne valorisent pas les surfaces bâties et le béton. Valoriser autre chose que de la surface bâtie, donc de l'expérience, et effectivement tous ces espaces qui contribuent à bien vivre la densité sans pour autant être construits. Donc je pense notamment à la question des toits que tu portes très bien. Voilà, comment est-ce qu'on utilise tous ces interstices et qu'on les valorise sans pour autant vouloir à tout prix construire. Exactement, parce que eux, en fait, ils arrivent, s'ils augmentent un tout petit peu mais ils ne sont pas habitués parce qu'en général, ils vendent par rapport à des surfaces. Mais s'ils offrent et qu'ils arrivent à valoriser quelque chose, bah, c'est ça le début de comment on peut préserver, par exemple, des îlots qui sont verts et tout, et avoir une petite densité, mais pour les gens qui ont les moyens, offrir quelque chose qui est peu dense, mais plus cher, et en même temps faire de la mixité avec du logement social. Et donc ça marche. C'est ça qui peut marcher absolument. Si on arrive à valoriser, pas la surface, mais l'expérience. Et donc de davantage vivre dehors. Voilà. Voilà. Et, Charles, sauf erreur de ma part, il y a des protocoles de concertation aussi avec ce qu'on appelle, au niveau de l'habitant, du piéton, pour dire ce que Euroméditerranée a prévu de faire. Alors, il y a effectivement de la concertation qui touche davantage les questions d'espace public. Voilà, touche l'espace public. L'espace public et la relation de l'espace public à l'espace bâti, elle, est davantage gérée par les normes PLU qui sont elles-mêmes la conséquence des projections qu'on a faites antérieurement. Voilà, et partagées, on va dire, pas forcément avec la population. D'accord. Voilà. Mais la population a quand même au moins la possibilité de faire passer des messages dans ces protocoles de concertation. Et c'est ça qui concerne l'espace public. Ouais. Ils sont informés et la population est informée et éventuellement peut dire oui, mais nous, on aimerait bien peut-être avoir ça ou ça. Okay. Tout à fait. Du côté du studio Belém, vous avez cette expérience d'imposer quelque chose ou vous êtes plutôt, vous avez un cahier des charges extrêmement strict et vous êtes obligé finalement de vous y confronter. Et on revient finalement sur la question que posait Youssef tout à l'heure. Est-ce que vous avez cette capacité à faire évoluer ou les comportements ou les réglementations ou tout autre critère stable et non bouleversant? Je peux prendre peut-être l'exemple du logement. Et puis, je rebondis en fait sur ce que disait Youssef, que je trouve très intéressant. En fait, c'est que aujourd'hui, l'expérience, en fait, elle prend de plus en plus de place. Et du coup, ça, c'est pour moi pour l'intérêt des projets en fait qui sortent. Aujourd'hui, les promoteurs veulent vendre l'expérience. Donc, qui dit expérience dit faire mieux que le voisin, en proposant beaucoup d'espaces complémentaires, on va dire, à l'espace du logement. Donc, je pense à tout ce qui est ce programme au rez-de-chaussée, un peu comme on l'a vu dans certains projets qui viennent en complément des logements. On a parlé de la pièce en plus, d'espaces de coworking, d'espaces libres d'appropriation justement pour les habitants en fait, des différents logements. Donc ça, c'est une chose. Et ça permet, je pense, de passer le curseur, de pousser un peu pour faire évoluer les choses justement positivement. Et puis même si on se concentre au sein même du logement, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les promoteurs dessinent aujourd'hui les logements comme ils sont dessinés en fait, depuis globalement la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc,
quelque chose de très normé, de très dessiné, avec la grande chambre pour les parents, les chambres plus petites pour les enfants, l'espace de vie, etc., etc. Et on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, ce type de foyer, justement, où on a les parents, les enfants, etc., représente peut-être un tiers des foyers qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un vrai panel, une vraie richesse en fait, des foyers en fait, qui composent nos sociétés. Et les logements, justement, on trouve qu'ils ne sont pas forcément adaptés, tels qu'ils sont dessinés aujourd'hui, à cette diversité-là. On parle de colocation, de familles recomposées. Enfin, il y a plein d'exemples aujourd'hui qu'on peut avoir en tête qui font que les logements ne sont pas forcément adaptés aux différents types de foyers, à la variété de foyers qu'on a aujourd'hui. Donc ça, ça peut être un angle justement intéressant en disant, si on propose en tant que promoteur avec l'aide d'un architecte un produit un peu différent qui ne rentre pas forcément dans le cahier des charges ou dans les normes, est-ce que c'est un risque qui peut être intéressant à prendre parce que du coup, on s'adresse à des publics peut-être plus nombreux que le public en fait classique, et donc c'est avec ces arguments et puis ces discussions-là que peut-être qu'on peut réussir justement à passer le curseur en fait du côté de choses un peu plus innovantes qui nous intéressent et pour lesquelles aujourd'hui nous on pousse en tout cas. Et pour compléter ce que tu dis, là pour le coup, c'est pas aller à l'encontre d'une réglementation qui est contraignante, c'est juste de proposer d'autres produits. Quand je dis produits, je fais exprès de dire produits parce que c'est comme ça que les promoteurs vendent leurs projets. D'autres produits plus vertueux et surtout plus modulaires et flexibles. Hein. Tout ça, ça réside dans la flexibilité, la modularité des espaces. Et c'est là un angle d'attaque pour nous, architectes. D'ailleurs, on nous demandait si, la question était de savoir si dans nos expériences, dans nos projets respectifs, on pousse ce curseur. On ne fait que de pousser ce curseur. Et c'est très entendu par certains promoteurs, acteurs de la construction, moins par d'autres. Mais c'est un peu notre combat, quoi. C'est comme ça c'est comme ça qu'on voit notre pratique en tout cas et qu'on l'imagine dans le futur, quoi. En effet, mais il y a du travail, hein. Il y a du travail, mais ça avance, c'est bien. Donc, on voit du côté des aménageurs, du côté des promoteurs, du côté des architectes, des urbanistes, il y a beaucoup de choses qui se font et beaucoup de choses qui se construisent à plusieurs mains, à plusieurs voix, à plusieurs cerveaux. Et c'est ça qui est génial. Finalement, la ville, on se rend compte qu'elle devient quelque chose de beaucoup plus accessible. Voilà. Donc, merci à tous. Il faut juste avant, peut-être pour conclure, il ne faut pas caricaturer, en fait, de dire les méchants mauvais promoteurs, aménageurs et les bons architectes. Je pense qu'il y a plein de personnes qui sont de bonne volonté dans tout ce monde de la construction-là et qui poussent vraiment pour faire avancer les choses. Donc, et qui travaillent ensemble pour le bien-être collectif. Et juste pour rebondir, Malik, sachez que les aménageurs ont le choix de faire des îlots démonstrateurs, donc sur lesquels on pourrait effectivement tester des solutions du type que celles que vous nous avez montrées. Et on a aussi le droit à l'innovation, c'est-à-dire tordre un petit peu les lois nationales pour voir si des dispositifs mieux disant ou qui répondent mieux en fait au mode de vie ne pourraient pas faire évoluer la réglementation à la fois locale, puis après en rebond éventuellement national. Donc voilà. Super, bonne conclusion. Donc merci à tous. Juste pour information, on est en train de mettre la totalité des webinaires, donc depuis le début, sur la chaîne YouTube du réseau des aménageurs de la Méditerranée. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter, Inès, moi-même, donc p.massis@avitem.org, vous avez mon adresse de toute façon et celle d'Inès, ou celle de Charles, même Salma, pour avoir plus de détails ou pour pouvoir revoir tout ou partie de nos webinaires. Donc, merci beaucoup, c'était passionnant, une fois de plus. Donc, on conclut sur ce webinaire et on est très, très heureux de l'ensemble des travaux qui ont été accomplis avec tous nos partenaires. Merci à tous. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon voyage, Youssef. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.